Bienvenue pour votre rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, je reçois un invité prestigieux, Arnaud Rioux. Regardez, ça, c'est une partie de ses ouvrages. Il a écrit au total 20 livres, ce n'est pas rien. Et il propose également des oracles comme ceci ici, mais aussi des formations. Et la toute dernière en date, c'est Oser parler et savoir dire. Arnaud est avec nous. Je suis très heureuse de le retrouver parce qu'on va parler maintenant de communication en couple. Arnaud Rioux, c'est un honneur pour moi d'être avec vous ce soir pour parler de l'amour, etc. Bienvenue. Avec plaisir, bonsoir Nancy, bonsoir à tous. Alors, 90% des couples se disputent, Arnaud, à cause d'un problème de communication. Et selon John Gottman, 70% des conflits en plus sont insolubles en couple. Ce qui veut dire que travailler la communication est donc essentiel. Alors, Arnaud, à votre sens, comment peut-on faire pour, malgré tous ces conflits de communication insolubles aussi, continuer finalement à vivre une vie harmonieuse avec son et ou sa partenaire, malgré la communication qui n'est pas toujours évidente en couple? Ouais, alors je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec cette étude dans le sens de dire que les conflits sont insolubles, parce que ce qui est clair, c'est que l'essentiel des conflits en couple, c'est une difficulté à communiquer, c'est une difficulté à se comprendre, c'est une difficulté à prendre soin de soi tout en prenant soin de l'autre, à prendre soin de l'autre tout en se respectant soi-même, et ça c'est de la communication, et ça s'apprend. Donc je crois vraiment que plus on maîtrise, plus on connaît les leviers de la communication, plus on peut vivre aussi bien en couple qu'en famille, plus dans notre communication quotidienne, c'est facile. Mais ça demande, il y a beaucoup d'items qu'on a besoin de maîtriser, qu'on a besoin de connaître, parce que l'homme et la femme fonctionnent différemment, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes rythmes, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas le même fonctionnement, et déjà de le savoir, de le comprendre, et ben à ce moment-là, ça nous permet d'avancer dans la relation. Et pour moi, je fais du conflit. Il y a plusieurs types de conflits, mais le conflit, c'est jamais un échec. Le conflit, c'est une opportunité d'en apprendre sur nous, d'en apprendre sur l'autre, et quand on est en couple, de mieux connaître le couple. Parce que au-delà on pourrait dire du coup de foudre, de l'attirance mutuelle que l'un va avoir pour l'autre, en se disant bah tiens c'est quelqu'un avec qui je peux avoir une histoire et on va s'engager, et ça c'est le cœur qui parle en premier, le cœur qui nous donne envie d'avancer. Mais une fois qu'on est en couple, une fois qu'on s'engage et qu'on a envie d'aller dans une même direction commune, là on a besoin d'apprendre à communiquer, c'est une certitude. Oui, d'ailleurs, apprendre à communiquer, c'est important dans tous les domaines de sa vie. Vous le dites très très bien. Et vous parlez notamment de trois clés dans la communication. Ouais. Affirmer, écouter, négocier. On commence par l'écoute. Mon professeur en thérapie de couple disait que écouter l'autre, c'est quelque part le valider, lui dire tu Ouais. existes, je t'entends, tu es compris et c'est vraiment essentiel. Sauf que dans les fameuses crises de couple, il y en a a priori à peu près 6 dans une vie de couple, il y a des fois l'un des partenaires qui ne peut pas entendre les besoins de Ouais. l'autre. Donc Oui. comment faire dans ces cas-là? Oui, c'est vraiment les trois besoins, c'est ça, la capacité à s'affirmer, capacité à négocier, capacité à écouter. Et à écouter, on pourrait se dire, bah, il n'y a pas grand-chose à faire, il suffit juste que j'ouvre mes oreilles et puis j'entends l'autre. Je l'entends, mais est-ce que je l'écoute vraiment? Est-ce que je comprends ce qu'il me dit? Est-ce que je suis en lien avec lui? Ou est-ce que quand ma compagne me dit qu'elle est triste parce que, je sais pas, elle avait organisé un week-end et que je me suis défilé en prévoyant autre chose, je vais avoir tendance soit à me justifier, en disant bah oui mais tu m'as prévenu au dernier moment, donc ça c'est pas de l'écoute, à contre-attaquer. Oui, mais toi aussi, la dernière fois, j'avais prévu qu'on sorte au cinéma, et puis tu m'as prévenu la veille. Ça, c'est vraiment des situations classiques. Ou alors à s'excuser en disant je suis désolé, c'est de ma faute, je ne le referai plus. Mais c'est pas non plus écouter. Donc l'écoute, c'est quelque chose qui s'apprend. Et ça nous demande en fait de se dire qu'est-ce que je veux
poser en premier? Est-ce que je veux avoir raison? Parce que des conflits de couple ou des situations, on en a au quotidien, je sais pas, on prépare, l'un des deux prépare à dîner, il prépare une jolie tarte, il passe du temps dans la cuisine, il a envie de faire plaisir, et puis voilà, au moment où il sert, l'autre dit, ah bah oui, mais il mange un morceau vite fait, j'ai mes copains qui m'attendent, et celui ou celle qui a préparé à dîner s'effondre en disant, mais j'ai passé... Et si on passe pas ce temps de se dire c'est quoi le plus important, est-ce que c'est d'avoir raison ou est-ce que c'est d'établir le lien? Et pour moi, la particularité du couple, c'est que dans le couple, il ne peut pas y avoir un gagnant et un perdant. C'est impossible. Parce que quand l'un a l'impression de se faire avoir, c'est l'entité du couple qui perd. C'est l'entité qui a perdu. Et donc, si le couple a perdu, on a perdu tous les deux. Voilà. Donc, ça nous demande à se dire, ben, je vais toujours privilégier le lien. Et si ma compagne est triste pour ceci ou cela, si elle est en colère pour ceci ou cela, ou si elle a peur, puisque c'est les trois grandes émotions, la tristesse, la peur ou la colère, qui vont se manifester quotidiennement, si je ne prends pas le temps d'établir le lien avec ma compagne, en se disant quelle est l'émotion dominante. L'émotion, elle est bienvenue. Elle signale qu'un besoin n'est pas satisfait. Un besoin de reconnaissance, un besoin d'évolution, un besoin de liberté, un besoin de sécurité. Donc si je n'ai pas identifié le besoin, je ne vais pas être dans une gestion, enfin je n'aime pas trop ce mot-là, mais une résolution plutôt positive d'un conflit. Et un conflit en soi, ça n'a rien de négatif. Ça n'a rien de négatif si on l'oriente, non pas pour vouloir absolument imposer le fait qu'on a raison, mais au contraire, se dire comment je peux faire de ce conflit une opportunité de mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux connaître les besoins de l'autre et mieux affirmer nos besoins. Et là, à ce moment-là, chaque nouveau conflit, on va en apprendre un petit peu plus sur notre partenaire et donc on va être un peu plus proche de lui. Donc un couple qui vit beaucoup de conflits mais qui utilise les conflits de façon positive, c'est un couple qui grandit, qui se stabilise, qui gagne en amour, en sécurité, dans tout ça. Oui, c'est le secret, hein. L'idée, c'est d'avancer en équipe et puis d'utiliser tout ce qui se passe dans la vie de couple, les choses positives, mais aussi les choses plus difficiles, de manière constructive ensemble. Mais c'est vrai que des fois, l'écoute des besoins et pas forcément l'écoute des besoins de l'autre ne va pas parfois dans notre sens. Et c'est ce qui peut finalement créer des problèmes insolubles et finalement qui pourrait causer même la rupture, hein, du couple, ce Ouais, qui est ouais. assez dommage. D'ailleurs, vous m'avez parlé quand on s'est rencontrés de votre maman, de votre papa. Vous disiez que votre maman était quelqu'un qui était très émotive, votre papa était peut-être hyposensible. Donc du coup, ça faisait un couple où il y avait un peu je sais pas si on peut dire des mélodrames, mais voilà, il y avait des choses assez dramatiques. Et vous-même, vous pensiez les relations comme ça, donc vous aviez ce côté aussi un petit peu à dramatiser, etc. Mais vous me disiez que grâce à la méditation, à votre parcours personnel, hein, puisque vous êtes enseignant spirituel, Ouais. donc auteur, conférencier, et c'est vrai que c'est devenu maintenant votre métier, justement, d'apprendre aux autres à communiquer et de transmettre cet art de la communication, parce que c'est un art, vous le dites très souvent. Ouais. Comment est-ce que vous avez fait, du coup, vous, quelles ont été les clés, ce chemin pour apprendre à être mieux compris, à se faire comprendre, pour éviter les conflits et peut-être aussi mieux les vivre, parce que des fois, ils sont inévitables. C'est ça, ils sont inévitables et puis encore une fois, ils sont bienvenus. Et ce qui fragilise quand il y a un conflit entre deux partenaires, c'est jamais la raison du conflit prend toujours une petite place. Ce qui prend beaucoup de place, c'est les émotions. C'est que il y a eu, je sais pas, une situation, par exemple, j'ai organisé ce soir une soirée et j'ai pas prévenu ma partenaire de ça. Elle va se sentir affectée parce qu'elle aurait bien aimé être prévenue, elle aurait bien aimé être considérée, et donc ça va provoquer une émotion de tristesse, elle est triste parce qu'elle ne se sent pas valorisée ou pas considérée, ou alors elle a peur, si je dis par exemple, je sais pas, bah, ce soir j'ai prévu, je sors avec des copains, je rentre à 3 heures du matin, elle peut avoir peur que je parte ailleurs, elle peut avoir peur que je ne sois pas fiable, elle peut avoir peur de plein de choses, donc, ou alors elle peut être en colère, hein, je dis elle, oui, là c'est pareil, peut être en colère parce que elle n'a pas été prévenue, parce que c'est pas ce qu'elle avait anticipé, etc. Et ces émotions
elles sont naturelles et elles sont bienvenues. Et ce qui se passe, c'est que souvent, l'un des deux, souvent, c'est peut-être plus l'homme qui n'a pas le même rapport aux émotions, mais qui va avoir un peu peur de ses émotions et qui va vouloir solutionner tout de suite plutôt que d'établir le lien et de savoir qu'est-ce qui se passe. J'aime bien cette phrase de Arnaud Desjardins pour peut-être distinguer l'homme et la femme, qui dit: donne une poupée à une femme, elle la met sur son cœur pour la consoler, donne la poupée à l'homme, il l'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Il l'a C'est déjà un peu mis. schématisé, mais c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que la femme a cette capacité à plonger en elle, c'est vraiment toute l'énergie yin, elle a la capacité d'introspection, d'écouter ses émotions, de les exprimer, de les ressentir, elle a une capacité innée à l'intuition, à l'introspection, là où l'homme peut avoir une fâcheuse tendance à se dire il y a un problème, il faut une solution. Et donc c'est deux fonctionnements complètement différents. Et vous évoquiez mes parents c'était le cliché de ça. Ma maman était hyper émotive, elle était très facilement en colère, elle pleurait beaucoup, elle se mettait était souvent triste, donc elle avait vraiment un langage émotionnel, et mon père, lui, avait tendance à réprimer ses émotions, je ne l'ai quasiment jamais vu en colère, je ne l'ai jamais vu dire je suis triste ou pleurer, et je ne l'ai jamais senti dans une émotion de peur, au point de dire j'ai peur. Donc du coup, c'était comme deux êtres qui fonctionnent sur des centres complètement différents. L'un avec un centre émotionnel, donc c'est l'émotion qui domine, la peur, la colère, la tristesse. L'autre, c'est la raison. Et il n'y en a pas un qui a raison, un qui a tort. C'est deux fonctionnements, comme si un Croate rencontrait un Hollandais. C'est pas du tout la même langue. Et comme c'est pas la même langue, il y en a un qui dit je sens, il y en a un qui dit je crois. Il y en a un qui dit je pense, il y en a un qui dit je sais, c'est pas la même langue. Et donc on a besoin, alors c'est vrai pour les enfants ont un langage, les adultes ont un langage, mais c'est vrai aussi pour l'homme et la femme, et au sein de l'homme et la femme, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, il y a des hommes qui ont des fonctionnements plus émotionnels, parce que il va y avoir le prisme, je sais pas, du signe astrologique, le prisme de l'éducation parentale, l'éducation familiale qu'on a eue, le prisme de toute notre histoire, donc il n'y a pas un homme et une femme, je fais un peu une généralité bien sûr, mais on va avoir besoin de décrypter quel est le langage de l'autre. Et quand l'un est dans sa zone émotionnelle, il veut tout sauf une solution. Et quand l'autre est dans son centre intellectuel, il veut tout sauf des émotions. Donc déjà, quand les deux se rencontrent, on est sûr qu'on va avoir pas seulement un conflit, mais un conflit stérile qui va passer par, une fois qu'on s'est mis en colère, ça va, avec toi on peut pas discuter parce que tu es égoïste, donc on va passer on va commencer à rentrer sur le thème de la critique, et avec toi c'est toujours comme ça, parce que plus on se sent impuissant, plus on va chercher la responsabilité chez l'autre. Quand on n'arrive pas à communiquer, il y a un peu plusieurs tendances. Soit on se dit on n'arrive pas à communiquer parce que moi je suis un taiseux, j'arrive pas, on m'a pas appris à communiquer, donc c'est de ma faute. Hein, toi tu communiques bien, moi c'est de ma faute. Ou alors on se dit je sais pas communiquer parce que tu ne sais pas communiquer, hein, parce que tu es toujours à t'énerver, tu es toujours à pleurer, tu es toujours en colère, on ne peut pas communiquer avec toi. Et ça, c'est les deux tendances. Soit c'est ma faute, soit c'est ta faute. Soit c'est notre faute à tous les deux, on est différents, donc on ne peut pas communiquer. Donc dès qu'il va y avoir le début d'un conflit, chacun va rentrer dans son fonctionnement habituel, c'est-à-dire par exemple faire la gueule, je fais la gueule, je m'isole et puis je passe le delà, ou alors se suradapter, hein, bon bah c'est pas grave, allez c'est de ma faute, ou alors rentrer dans la colère, mais c'est assez rare de se dire ok, je vois que ton fonctionnement est plus émotionnel, je vois que moi je suis plus rationnel et je veux plus aller vers la solution. Comment est-ce qu'on peut s'ajuster? Parle-moi de ton langage, parle-moi de tes besoins, parle-moi de ton fonctionnement. Moi je vais te parler du mien, et puis à partir de là on va s'ajuster en parlant des besoins de chacun. Mais ça demande, c'est facile quand il n'y a pas d'émotion, dès qu'il y a de l'émotion, on veut, voilà, on est fermé, le cœur est fermé tout simplement, et le cœur c'est notre première voie pour rencontrer l'autre. Si on est en couple, c'est pour qu'il y ait une histoire de cœur. Le cœur peut amener à l'esprit, le cœur peut amener au corps, mais la porte d'entrée, c'est le cœur.
Et on a vraiment, on a deux moteurs fondamentaux. Le premier, c'est le désir qui n'est pas que le désir sexuel, c'est le désir d'avancer avec l'autre, de voyager avec l'autre, d'explorer avec l'autre. Donc c'est vraiment le désir. Et le deuxième, c'est la peur. J'ai peur de perdre mon autonomie, mon indépendance, j'ai peur de ne pas être compris, j'ai peur de me faire avoir, j'ai peur d'être manipulé, j'ai peur de, etc., de perdre ma liberté, je sais pas. Et donc ces deux moteurs, on a tous ces deux moteurs, l'essence de ces deux moteurs, c'est le cœur. Donc quand on apprend à comprendre son cœur et à comprendre ses besoins et à s'intéresser à ça, ce qu'on n'a pas tellement appris à l'école, bah à ce moment-là, on va toujours faire en sorte de restaurer la communication et d'arriver à se faire comprendre. Et le couple, c'est par essence le voyage le plus magnifique parce que être en couple, ça c'est la porte vers la sexualité, c'est la porte vers la complicité, c'est la porte vers la co-création, c'est la porte vers beaucoup de choses, mais il y a un passage qui est le passage de la jalousie, de la possession, de l'incompréhension, de la différence. Donc c'est des portes qu'on a besoin de dépasser pour rentrer dans l'essence du couple, qui est un magnifique voyage. Oui, un voyage donc que vous faites aussi depuis de nombreuses années, et ça arrive souvent, hein, quelque part, les couples comme ça où il y en a un qui est très sensible et l'autre est tout l'inverse. J'ai l'impression que ça s'attire même. Les pôles opposés, des fois, s'attirent. Oui, Donc vous, est-ce que vous avez au départ, j'ai l'impression que vous êtes quand même, on peut vous classer parmi les sensibles? Ouais, oui, voilà. Mais oui. est-ce qu'au début, vous étiez Oui, déjà sensible ou est-ce que finalement, vous avez changé un peu à mesure de votre travail personnel? Et du coup, vos relations ont changé non, aussi en amour, par exemple? ah, mes relations ont changé, ça c'est sûr et certain. Je me considère comme étant très très sensible. Je suis très intuitif. Je suis très, voilà, je suis très. Donc le côté positif de ça, c'est que je suis très intuitif. Je suis très dans le fil du courant. Je suis très sensible, très médium, etc. Le côté plus sombre de ça, c'est que je peux être susceptible, je peux être, bah, c'est essentiellement ça, je vais être plus susceptible, je vais plus en faire une affaire personnelle, je vais ressentir des choses qui forcément ne me concernent pas trop au départ, et donc avec ça, moi, dans mon parcours, j'ai eu pendant très longtemps beaucoup de mal à exprimer mes émotions. Parce que les émotions me faisaient peur. Et comme vous dites, les contraires peuvent soit s'attirer, soit se repousser. Et donc, dans un premier temps, moi, j'ai attiré des femmes qui étaient hyper émotionnelles. Donc, qui étaient très facilement dans les pleurs, dans les rires, dans les Comme cris, dans la maman. colère. Parce Bien sûr, comme maman, parce qu'elles incarnaient une figure qui me fascinait, c'était l'expression des émotions, moi qui réprimais les miennes. Et quand j'ai commencé à pouvoir identifier mes émotions, les nommer, être plus à l'aise avec ça, bah, obligatoirement, j'ai attiré des partenaires plus équilibrés, plus stables. Et aujourd'hui, c'est ce que je vis dans plus de stabilité, parce que notre chemin, c'est quand même d'aller vers plus de stabilité. Que c'est pas finalement des partenaires plus sensibles qui vous ressemblent un petit peu aussi? Est-ce que c'est pas ça le secret aussi? Ça peut être ça. Je crois que dans les couples, il y a pas un couple, il y a plein de façons de faire des couples. Il y a des couples qui sont des couples thérapeutiques, on pourrait dire, où l'un va permettre à l'autre, quelque part, de grandir. Ça ne veut pas dire que notre partenaire doit être notre thérapeute, hein, mais ça veut dire que ce que notre partenaire va nous renvoyer va être quelque chose qu'on a besoin de libérer. Il y a des couples qui sont des couples où on se soutient simplement, on se fait du bien, on œuvre ensemble. Il y a des couples qui sont vraiment des couples de créateurs, donc on a besoin d'œuvrer ensemble. C'est, je sais pas, un metteur en scène qui va sortir avec un acteur ou une danseuse, ou etc., et qui donc vont créer quelque chose ensemble. Il y a des couples qui sont là pour développer une qualité particulière, donc l'un va encourager l'autre et l'autre va encourager l'un, et donc on va le voir, et on va chacun créer le couple qui nous correspond, hein. On, voilà, on peut avoir un seul couple dans sa vie, ou on peut en avoir beaucoup, mais en tout cas, ces passages-là, c'est ce que permet le couple. Quand on évolue en développement personnel, on a forcément différents couples au fil du temps. Parce que quand on Oui, change, ben, voilà, il y a des fois des, des- bien des sûr. chemins qui doivent se séparer. Parce que l'évolution, voilà, Oui, fait que ça doit arriver. Donc, il faut aussi pouvoir accepter des fois la finitude d'un couple parce que ça fait partie de la vie, d'en oser parler et savoir dire.
si on suit cette formation, Arnaud, est-ce qu'on pourrait, par exemple, en 10 secondes, désamorcer un conflit, par exemple? Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce qu'il y a une recette magique? Pas une recette magique, en revanche, il y a vraiment une posture qui va entretenir le conflit et une qui va l'arrêter tout de suite. Et ça, cette posture, ça passe par, j'évoque beaucoup la croix du comportement, ça passe par le fait d'être très en lien avec soi, tout en maintenant le lien avec l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et ce qui se passe, c'est quand il y a un conflit, par exemple, on a tendance soit à privilégier l'axe vertical, c'est-à-dire je me sens en danger parce que l'autre crie, l'autre est en colère, je me sens en danger, donc je me protège, je me ferme, j'agresse, j'attaque, enfin toutes les stratégies pour me protéger, donc je vais tout faire quitte à me fâcher avec l'autre, tant pis, je veux pas, je veux absolument avoir raison, ou alors c'est l'axe horizontal qui prend le dessus pour dire, eh ben voilà, je vais, surtout, faut pas que je me fâche, surtout, faut pas que l'autre me quitte, et donc, au risque de me trahir moi-même, au risque de me suradapter. Et je suis certain, en disant ça, que ça fait écho à beaucoup d'histoires d'hommes et de femmes qui se sont suradaptés en faisant quelque chose qu'ils n'avaient pas envie de faire pour surtout ne pas perdre le contact avec l'autre. Voilà. Et ça, quand on a compris ça, on va réguler quand on est en conflit avec l'autre. Est-ce que j'ai tendance à m'oublier, à me suradapter, ou est-ce que j'ai tendance, au contraire, à ne pas tenir compte de l'autre, à me sous-adapter? Ça, c'est une posture qui, en 10 secondes, on pourrait presque, on n'a pas préparé cette interview, Nancy, mais on peut presque, après tout, vous avez été comédienne, on pourrait presque faire une scène, s'amuser avec ça, et Comment? Moi, je veux bien, moi, je suis eh ben, prête. on va tout de suite faire une petite démonstration. C'est pas prévu. J'ai C'est peur. pas prévu Nancy, mais après tout, moi j'aime bien jouer des situations. On imagine quelques secondes qu'on est en couple avec Nancy et Nancy va me reprocher quelque chose, elle va me rentrer dedans pour me reprocher quelque chose et je vais adopter 3 situations. Là, on va faire 3 fois la même scène, ça va durer 30 secondes, mais 3 fois je vais faire 3 réactions différentes. Ok? On essaye? On y va la Ok, première. ok. Bah, je sais pas, on dit qu'on rentre d'un repas, donc j'ai pas compris. Franchement, j'ai juste pas compris pourquoi t'as dit à tous les invités que je me levais trop tard et que en plus je savais pas cuisiner. J'ai pas dit que tu savais pas cuisiner, j'ai dit que tu faisais toujours la même chose, ça n'a rien à voir, sois pas borné. Et me commence pas à m'agresser, moi, parce que j'ai dit ça. C'est horrible. On continue. Ok, ok. Je réponds, Oui, enfin, oui, on revient dans la scène. Ok, je sais pas quoi dire. Bah si, t'as J'ai dit dit ça, ça. c'est ça, dis tout de suite que je suis un menteur. Bah, mais je suis désolée, c'est factuel. On Tu l'as n'exagère dit, pas, t'as dit faut pas être factuellement. parano non plus. Bah, non, c'est pas de la Alors, ce qui parano, s'est c'est ce qui passé, s'est j'ai passé. dit que tu cuisinais souvent la même chose. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc dis pas que je suis un menteur, arrête d'être parano. Voilà, ça y est, là on est parti en vrille. Hein. Ok. Ouais. Je prends absolument pas soin de toi, je prends juste soin de moi, je veux pas être pris en porte-à-faux. J'essaye autre chose. Deuxième situation, la même situation, elle revient à la même dîner. La même. Ah, sur la même, ok. Bah, d'accord, donc j'ai pas compris en fait pourquoi t'as dit que je cuisinais pas bien, que je cuisinais pas assez. J'ai pas compris pourquoi t'as dit ça au repas. Je me suis sentie. Ah, je suis désolé, si tu veux, je vais les appeler pour leur dire que c'est pas vrai, parce que je sais pas, ça m'a Mais échappé. ça sert à rien que tu les appelles. Moi, je veux juste te dire que voilà. Non, mais je suis désolé, mais si tu veux, je cuisinerai demain, si c'est ça qui te gêne. Non, mais en fait, c'est pas le sujet de est-ce que tu vas cuisiner demain. Le sujet, c'est Je t'invite au restaurant demain. non, mais je voudrais juste savoir pourquoi t'as dit ça. Bon, bah, à ce moment-là, si tu veux, je ferai la vaisselle ce soir, ça va? Pour me Mais, faire mais ça, pardonner. mais ça n'a rien à voir. En fait, j'aimerais juste comprendre pourquoi tu dis ça aux gens et Mais tu je me suis le dis désolé, même je ne pas à pourrai moi. plus. Si tu veux, j'irai plus dans ces soirées-là. Mais ça n'a rien à voir. En fait, c'est pas de Voilà, ça qu'on est en train de ça n'a rien parler. à voir. Ouais. Vous voyez, hein, moi, je suis dans mon truc. Je veux pas être pris en porte-à-faux, donc je suis prêt à tout. Je fais la vaisselle, je paye le restaurant. Non, c'est pas ce qu'elle a demandé. C'est pas ce qu'elle a demandé. Et je veux solutionner plutôt que de lui donner de l'écoute. Pouf, pouf, j'ai fait la formation, vous ai parlé savoir-dire. Là, cette fois-ci, j'essaye autre chose. Allons-y. Allez, bah, j'ai pas compris pourquoi pendant le repas, t'as été dire que je cuisinais pas assez. Moi, je trouve que je cuisine super bien et que je cuisine beaucoup.
Oui, j'ai dit ça, c'est vrai, à un moment donné de la soirée, que tu cuisinais pas beaucoup. Ouais. Ça t'a blessé? Bah oui. C'est quoi qui t'a blessé? Que je le dise ou que tes amis l'entendent? Que tu le dises à tout le monde, si là je partirais dans l'émotionnel, hein, si je me laissais aller, mais faut pas que je joue trop. Non, mais parce que si tu dis ça aux gens, je me sens Ah, ça y est, incapable. tu vas imaginer que les gens vont se dire Nancy, elle est nulle, elle sait pas tenir la cuisine, c'est ça? Bah oui, je comprends pas l'intention. Puis si tu veux que je cuisine plus, il D'accord, faut me ok, le je dire à moi. comprends. Oui, Enfin, c'est vrai que c'est ça. j'ai parlé un peu vite, peut-être j'ai voulu me mettre en avant, ou j'ai voulu faire rire la galerie, c'est peut-être ça. Ça t'a blessé? Ok. Bah oui, Vous voyez, déjà, la relation est restaurée. Hein, parce que je lui donne de l'écoute, simplement. Je lui donne de l'écoute. Je ne ouais, cherche pas ni à dire c'est pas vrai, ni à solutionner. Je ne sais pas quelle va être la solution, il n'y a pas forcément de solution. Il y a juste besoin de donner de l'écoute pour savoir quel est le besoin qui est affecté. Est-ce que. Parce que tant que je ne sais pas ça, je ne sais pas ce qui a affecté Nancy. Peut-être ce qui a affecté Nancy, c'est qu'elle se sent nulle face à moi, ou nulle face à ses amis, ou qu'elle se remet en question en tant que cuisinière. C'est pas la même chose. Hein. Et tant que j'ai pas identifié ça, eh ben le conflit va être toxique. Donc je ouais, peux vraiment m'intéresser à ça, reconnaître que je peux avoir parlé trop vite, reconnaître que tout ça, c'est ça qui va faire avancer la relation. Et ensuite, comme on a évoqué le fond du sujet, eh ben obligatoirement, je serai plus attentif la prochaine fois. c'est un merveilleux exemple justement pour décrire ce que c'est désamorcer le conflit dans le cadre d'une relation saine. On va maintenant s'intéresser aux relations toxiques. Vous avez les chroniques du moulin tous les lundis sur votre chaîne YouTube. Vous parlez notamment de manipulation, de la peur du conflit, de l'importance de rester stable face aux critiques et j'en passe. Et c'est vrai que des fois, en couple, hein, on peut être dans une relation toxique où l'interlocuteur va manquer de bienveillance à notre égard. Oui. Donc on aura beau essayer d'utiliser la communication non violente, etc., etc., il n'y aura pas vraiment de solution. Comment faire face à ça? Alors là, c'est important pour ça de développer vraiment le discernement parce que on peut par moment s'engueuler, pas être d'accord, comme on vient de le faire là à l'instant avec Nancy, c'est une simulation, mais on voit, c'est typiquement une situation quotidienne. En revanche, il y a un moment où, par exemple, on va aller dans plus que la critique, le reproche, mais ça peut être l'insulte, de toute façon t'es nul, ou de toute façon je vais te dévaloriser, ou je vais... Et là, on commence à rentrer dans une relation toxique. Mais c'est pas la même chose d'avoir un événement où on se contrarie ou une relation qui est toxique. Et les signes d'une relation toxique, c'est assez facile, c'est dès lors que l'autre commence à nous dévaloriser. Il y a plein de façons de dévaloriser, ça peut être verbalement, parce que je vais tout le temps reprendre des choses qui, etc. Ça peut être l'intrusion, parce que d'un seul coup, je vais être hyper intrusif et donc je ne vais pas entendre le nom de Nancy, donc c'est une forme de toxicité. Euh, Ça peut être le fait de ne rien donner. Donc on est en relation, mais je ne donne rien, je ne me laisse pas toucher, je ne te dis rien, je ne livre rien de mon histoire, je mens, etc. Donc je ne donne rien dans la relation, c'est une autre forme de toxicité. Donc voilà déjà trois grands types de toxicité. Un, le fait de dévaloriser et de faire mal. Deux, le fait de ne rien donner. Et trois, le fait de rabaisser en permanence. Il y en aurait d'autres, hein, mais c'est déjà, quand on voit que ça commence à être récurrent, et surtout, il n'y a pas d'amélioration de ça, là on est dans une relation toxique. Et quand je dis ça, c'est important chacun de poser ses items, ses limites. Par exemple, pour moi, ça peut nous arriver de nous mettre en colère, mais moi je suis très attentif dans les repères que je donne. Dès lors qu'il y a une insulte ou qu'il y a un coup porté ou même une menace, là on est tout de suite dans le toxique. Mais c'est hyper important de le voir parce que des fois ça peut presque rentrer dans le quotidien de mal se parler, mais c'est plus que mal se parler, c'est vraiment d'insulter l'autre. Et là, on est dans le toxique. Et là, c'est hyper important de red flag, comme vous dites. C'est vraiment le Ouais. drapeau rouge. On se dit, OK, là, mais on a besoin de se mettre des drapeaux rouges. Et l'un des drapeaux rouges, c'est Ouais. la violence verbale, physique, le fait de ne rien Ouais. donner et le fait surtout de ne pas évoluer ensemble. Oui. Parce qu'un couple peut beaucoup évoluer. Si jamais, par exemple,
je ne dis rien, je ne raconte rien de ma vie, je ne partage pas mes sentiments, je ne partage pas mes émotions, mais ma compagne me le fait remarquer. Je dis, ah oui, c'est vrai que je ne raconte pas beaucoup, peut-être j'ai un peu peur ou j'ai peur de t'ennuyer, et puis que j'en donne un peu plus. Alors là, on n'est plus dans une relation toxique, on est dans une relation qui évolue. Et des fois, la marge d'évolution dans un couple, elle est comme ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup et c'est ok, il y a des couples qui partent ensemble au départ, c'est on va dire, c'est vraiment très très difficile, mais d'une semaine à l'autre, d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre, on se rend compte que ça va de mieux en mieux. Donc on n'est pas dans un couple toxique. Et il y a des couples, au bout de 2 ans, on se rend compte que rien n'a bougé là-dessus. Voilà, rien n'a bougé. Par exemple, et quand je dis poser les limites, c'est-à-dire que je ne respecte pas les limites de l'autre, ça peut être sur, je sais pas, on vit ensemble avec Nancy, je vis dans son appartement, et puis elle me signale 4 fois qu'elle aimerait bien, quand j'utilise la salle de bain, que je nettoie après moi. Et ça fait 4 fois qu'elle me le signale et 4 fois que je n'en tiens pas compte. Donc là, ça veut dire que je n'entends pas son nom. Là, on est dans le toxique. Et là, on a besoin d'intervenir. C'est hyper important d'avoir ces indices hyper clairs. Hein, ne pas connaître les limites, ne rien donner et être nocif par rapport à l'autre. Là, on est dans le chapitre s'affirmer et c'est très Oui, très difficile de s'affirmer dans une relation toxique parce que le message forcément ne sera pas entendu. Alors moi, il y a un truc que je vis hyper mal, Arnaud. ouais, C'est un peu comme dans une chanson. Vous savez, on dit ouais, toujours aux chanteurs, ce qu'il faut, c'est avoir toujours le bon début, la bonne note au début. ouais, Et que ça se finisse bien. S'il y a un petit truc qui va pas trop au milieu, on s'en fiche, mais ce qui compte, c'est le début et la fin. Et moi, c'est vrai que je fais très attention à ça. Les bons jours sont importants, c'est la gratitude de se retrouver. Et aussi le au revoir, parce qu'on ne sait pas si on se reverra un jour. ouais. Voilà, donc du coup, pour moi, c'est très important. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a des personnes avec qui une fin, des fois c'est simplement la fin d'un projet, par exemple, mais aussi une rupture, quand on parle de relation amoureuse, va bien se passer. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément être le meilleur ami de ses ex, hein, je trouve pas ça forcément toujours très simple. Enfin, ça dépend un peu comment ça se passe, mais au moins bien se respecter dans la rupture parce qu'il y a eu de l'amour et continuer à s'aimer autrement. Et donc, des fois, ça va bien se passer avec certains et avec d'autres pas. Nous, on est la même personne. Qu'est-ce qui explique qu'on n'y arrive pas avec certains et d'autres, oui. Ouais, 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 parce que on a tous des fonctionnements différents. C'est comme ça. Il y en a qui vont très vite, il y en a qui vont lentement, il y en a qui ont besoin de partager les émotions, d'autres qui sont beaucoup plus pudiques. Il y en a qui ont besoin. J'aime cette image qui compare l'amour à l'élément eau. Et l'élément eau, ça peut prendre plusieurs formes. L'eau, ça peut être de la glace. C'est-à-dire que les choses sont durcies. Donc ça veut dire que, eh ben, je sais pas, on est sortis ensemble. Donc c'est normal que maintenant on parte en vacances ensemble. Je comprends pas. Tu es venu chez moi le week-end dernier. Pourquoi tu viens pas le week-end prochain alors qu'on avait dit que. Donc là, on est dans quelque chose qui est assez dur. On a besoin de codes, de repères, d'habitudes très fortes. Ça c'est l'amour glace, on pourrait dire. Il y a l'amour qui est l'amour vaporeux. Hein, c'est-à-dire, tu es là, c'est bien, tu es pas là, c'est bien, je t'aime quand même. Et donc là, il n'y a pas ce partage, vraiment ça. Il y a l'amour qui est l'amour gazeux. L'amour gazeux, c'est je suis en fusion avec l'autre, quand il n'est pas là, il me manque, je peux rien faire sans lui, appelle-moi, pourquoi tu m'as pas répondu au message que je t'ai envoyé il y a 5 minutes. C'est l'amour gazeux, fusionnel, mais ces 3 caractéristiques de l'amour sont pas des amours matures. L'amour mature, c'est l'amour du torrent qui fait que ça court, ça glisse, il y a du mouvement, on s'engage, et donc il y a vraiment de la vie. Pour revenir sur la question du bonjour, du au revoir, par exemple, on a chacun un rapport différent avec le bonjour et le au revoir. Il y en a qui se disent, par exemple, quand c'est fini, je ne veux plus avoir de nouvelles de toi. C'est leur fonctionnement, voilà. Moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai plutôt tendance, parce que je suis aussi quelqu'un de fusionnel, donc j'ai du mal avec les ruptures brutales. Je trouve ça très violent, aussi bien amoureuse que professionnelle. Je trouve que c'est très très violent pour moi. Enfin, dès qu'on a vécu quelque chose avec quelqu'un, que ce soit amoureux, amical, professionnel, moi, mon fonctionnement, c'est quand j'aime un jour, j'aime pour toujours, et donc il y a une continuité. Ouais, il y a une continuité, comme c'est ce symbole de l'infini. Ouais, et pour Ouais. moi, c'est hyper important. Mais
peut y avoir des gens avec qui j'ai travaillé ou des aventures amoureuses qui des fois c'est fini, je veux plus entendre parler de toi. Moi c'est pas mon fonctionnement. Si maintenant on a, et puis pareil pour le bonjour, on se dit bonjour le matin, on se dit si jamais on est en relation Nancy et que pour toi, pour vous, c'est important de me dire qu'on se dise bonjour, au revoir, c'est déjà de le poser, de se dire, tu sais, moi j'ai besoin de ça. Hein, on a tous Mais oui, besoin. mais la personne n'écoute pas, Ah ben, Arnaud. Elle s'en fiche de nos là, c'est là où on besoins. rentre dans le toxique. C'est-à-dire que Ouais, si c'est vous posez ça. une demande et que l'autre n'en tient pas compte, on est dans une relation toxique. Clairement, c'est Fiche. une relation toxique. Ouais, clairement. Bah, eh ben, alors, on va parler de la Ouais, suite parce que moi, ce ouais, que j'ai appris en coaching et que vous savez, c'est il y a ce que je peux contrôler. Dans une situation, il faut toujours penser à ça. Qu'est-ce que je peux contrôler? Qu'est-ce qui ouais. est hors de ma zone de contrôle? Parce que ça fait partie, c'est l'autre qui décide. Et là, on va parler justement quand ça se passe mal, il y a des Mhm. gens qui choisissent le silence. Pour moi, c'est la pire des violences psychologiques. Le silence, quand on est obligé, et que la personne le sait très bien, de continuer à entretenir une relation parce qu'on est parents, parce qu'on travaille dans la même entreprise, etc., etc. Comment faire pour communiquer face au silence? Il y a deux choses par rapport à ça, parce que on a toujours besoin de regarder sa part, sa responsabilité, et ce qui peut concerner l'autre. Le premier, c'est sa part, sa responsabilité. Ce qui nous blesse, c'est pas que l'autre se taise. C'est pas que l'autre ne vienne pas au rendez-vous. C'est pas que l'autre arrive avec 20 minutes de retard alors qu'on avait. C'est pas ça qui nous blesse. Ce qui nous blesse, c'est que ces événements rentrent en résonance avec des blessures qu'on a en nous. Et les blessures qu'évoque Lise Bourbeau, par exemple, dans ses 5 blessures fondamentales, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation. C'est des blessures qu'on a en nous et qu'on a plus ou moins pacifiées. Mais si je prends un exemple, j'invite Nancy à dîner, je dis écoute Nancy, ça me ferait plaisir qu'on dîne ensemble demain soir, elle me dit ok, ça va, on dîne ensemble. Super, je réserve le restaurant. Et puis Nancy m'appelle à 17h en me disant écoute non, finalement Arnaud, je ne peux pas venir dîner. Ok. Et puis moi j'apprends qu'elle a dîné finalement avec une copine. Et là, ça c'est un événement. Et l'interprétation que moi je vais faire de cet événement va dépendre de mes blessures. Si jamais j'ai la blessure de rejet, je vais dire je comprends pas, moi je suis là, je l'invite à dîner, et elle me dit non, elle m'a rejeté. Ou alors elle m'a abandonné. C'est ça, je me retrouve tout seul et ça m'étonne pas. De toute façon, c'est toujours comme ça. Les gens finissent toujours par m'abandonner parce que j'ai la blessure d'abandon. Ou alors c'est la blessure d'injustice. Mais c'est pas juste. Elle m'a dit oui à moi, elle me dit oui à 17h et après elle dit non. Et si ma Pas blessure juste, non. d'injustice est difficile, non seulement je vais beaucoup en vouloir à Nancy, mais je vais inconsciemment attirer d'autres circonstances qui viennent appuyer sur ma blessure d'injustice jusqu'à ce que ça soit réveillé. Ou Réglé. alors Ouais. la blessure de trahison, elle m'a trahi, et en plus avec une amie à elle, plus jamais je n'accorderai la confiance ni à Nancy, ni aux femmes, hein, parce que les femmes ne sont pas fiables. Là, je valide, mon ego blessé valide ma blessure de trahison, ou alors l'humiliation, et c'est ça, elle m'a laissé comme une merde, là je me retrouve comme un con, je suis humilié, pas par Nancy, parce que moi je m'humilie moi-même. Et quand on a identifié ces 5 blessures, on va en prendre soin pour ne pas le faire porter à l'autre. Parce que tant que j'ai pas pacifié à ça, si je prends par exemple, j'ai la blessure d'abandon. Dès que Nancy va aller dîner avec quelqu'un d'autre, moi je vais le vivre comme un abandon. Si jamais elle va à une soirée et qu'elle me téléphone pas pour dire je suis bien arrivé, je vais le vivre comme un abandon. Si jamais je l'invite à une soirée et qu'elle répond négativement, je vais le vivre comme un abandon. Et ça, on rentre encore dans la relation toxique. Tant que j'ai pas pacifié mes propres blessures, je risque à le faire payer à l'autre. Donc ça, on a vraiment besoin de comprendre ça, de réparer ça pour transformer ça. Ça, c'est l'axe horizontal. Et maintenant, une fois qu'on se connaît, si je suis avec Nancy et que Nancy me dit, écoute, Arnaud, il se trouve que moi, j'ai ma blessure d'abandon. Je travaille dessus pour que ça soit de moins en moins, mais elle est là. Ben, si j'ai de l'affection pour Nancy, de l'amour pour elle, je vais faire en sorte de ne pas appuyer directement là-dessus. Donc c'est ni aller vers, écoute, règle ta blessure, ça ne me regarde pas,
Hein, ni il faut que tout de suite je prévienne Nancy parce que, etc., sinon elle va paniquer. Entre les deux, il y a je prends soin de l'autre, je prends soin de sa blessure, parce que souvent dans les couples, si l'un a la blessure d'abandon et l'autre a la blessure de trahison, hein, on va s'appuyer là-dessus, bah, puisque c'est comme ça, et ben moi je vais, tu m'as pas appelé, bah demain je vais te faire mal, tu m'as fait mal, je vais te faire mal. Donc du coup je vais aller voir des copains, je vais pas te dire où je suis, ou je vais te laisser 3 jours sans te répondre à tes messages. Là, on rentre dans le fonctionnement toxique. Et c'est hyper important dans le couple de pouvoir dire, attends, là, cette situation, ça m'a fait mal. C'est pas toi qui m'a fait mal. Mais comme j'ai cette blessure d'abandon, sur laquelle je travaille pour que ça aille de mieux en mieux, si c'est possible, comme c'est un peu à vif, de pas trop marcher dessus avec tes bottes, ça sera super. Si l'autre ne tient pas compte de ça, on est dans la relation toxique. Waouh, c'est très fort ce que vous venez de dire. Alors moi, je suis contente parce que là, j'ai quand même un partenaire avec qui j'ose parler et savoir dire. Ça change ma vie. C'est hyper dur. Mais franchement, Ouais, je vois bien qu'on sûr. arrive à grandir, c'est le début de la relation, mais du coup, grâce à ça, c'est très fort. Enfin, dans le cadre d'une relation saine, c'est essentiel. Et on termine du coup avec la négociation, parce que ça fait partie de la communication, même en couple. On va parler de jeu. On dit parfois que la vie est un jeu, et c'est vrai que dans les jeux, il y a des règles, il y a des gagnants, il y a des perdants, il y a des gens qui sont hors jeu tout de suite, il y a des gens qui sont un petit peu menteurs dans les jeux, qui trichent. Voilà, en fait, il y a tout ça aussi dans les relations. Comment faire pour revenir à cette relation gagnant-gagnant, un peu comme en coaching, hein, quand on dit dans la vie, c'est moi plus, l'autre plus, sans avoir peur, un, d'être égoïste, et deux, de la réaction de l'autre et des conséquences que cette communication pourrait avoir sur l'autre. C'est ça nous demande vraiment de bien repérer parce que on a des croyances par rapport à ça, le fait que par exemple si je dis la vérité, l'autre ne va pas pouvoir l'entendre, donc on a tendance à arranger la vérité ou à mentir, ou alors s'il y a un conflit et que l'autre monte le ton, ça va mal finir parce que je sais pas, j'avais un parent par exemple qui était violent, donc je veux pas de Ouais. violence, donc je veux pas de conflit, parce que je considère ça comme un Ouais. échec. Tout ça, c'est des représentations. Et on a besoin de dépasser un peu ça pour, oui, rentrer dans la négociation, puisqu'on passe notre temps à négocier en couple. Je sais pas, on est tous les deux dans le lit, il y en a un qui a envie de faire l'amour, l'autre n'a pas envie. C'est une négociation, quelque part. Ça veut dire qu'on C'est oui, vrai. on Bah va oui. écouter l'un, on va écouter l'autre, et puis on va construire ensemble. Et s'il y en a un qui se fait avoir dans la négociation, parce que on a des fois ce vieux schéma de se dire dans la négociation, il y a un gagnant, un perdant, et le bon négociateur, c'est celui qui réussit à payer le moins cher possible, à avoir le moins d'efforts possible, ça c'est un bon négociateur. Non, puisque dans le long terme, les deux sont perdants. Donc c'est comment on peut écouter les besoins de chacun. Et écouter les besoins de chacun, ça passe par de la communication, ça passe par prendre du temps. Pour moi, c'est essentiel dans un couple. C'est vraiment le départ, c'est de prendre le temps d'écouter l'autre, prendre le temps de le comprendre, en reformulant, en interrogeant, pour construire ensemble. La négociation, c'est une danse, c'est comment on peut construire ensemble. Mais des fois, ça nous demande là aussi de ne pas aller trop vite vers la solution. C'est-à-dire, par exemple, écoute, j'ai envie, je prends un cliché, j'ai envie que tu viennes avec moi au match de foot. Pas pour moi, je déteste le foot, mais dans la situation. Je dis, Nancy, voilà, j'ai envie que tu viennes avec moi au match de foot. Et toi, tu vas dire, écoute, ça m'emmerde, mais j'y vais pour te faire plaisir et en échange, tu viens à la piscine avec moi, ce qui, moi, m'emmerde aussi. Donc, au bout du compte, voilà une négociation perdant-perdant. On va toi, tu vas C'est aller génial. au match de foot, ça t'emmerde. Moi, je vais à la piscine, ça t'emmerde. Ça lui fait plaisir. Et toi, tu dis, je regarde ça, ça lui fait plaisir. On est dans un truc qui n'est pas gagnant. Alors que si on regardait, qu'on aille un peu plus loin, que je dise à Nancy, écoute, tu veux que j'aille à la piscine avec toi? Pourquoi c'est important? Et pourquoi c'est important? Peut-être parce qu'elle a envie de faire une activité avec moi. Peut-être c'est pour me montrer comme elle nage bien. Peut-être c'est parce qu'il y a des copains à elle et qu'elle veut me présenter à ses copains. Peut-être c'est pour faire du sport avec moi. Tant que j'ai pas identifié ce qui l'anime à ça, on va être dans la solution. Si maintenant je lui dis mais pourquoi tu veux absolument que j'aille à la piscine? Parce qu'il y a des copains que j'aimerais te présenter. Ok, écoute Nancy, si je regarde, moi la piscine, le chlore, le truc, c'est pas ma tasse de thé. Par contre, si tu veux me présenter tes copains, on a prévu d'aller au ski au mois de février.
propose-leur de passer un week-end, pas toute la semaine parce que j'ai envie de passer du temps avec toi, mais est-ce que ça t'irait par exemple de les inviter à une raclette et puis on passe une journée à faire du ski? Et là, d'un seul coup, le besoin qui était derrière la piscine, qui était de présenter à des copains, il est honoré, elle est contente parce que elle, eh ben, elle va me présenter à ses copains. Moi, je suis content parce que je vais pas à la piscine, j'avais pas envie, et en même temps, j'ai plaisir à faire du ski. Tout le monde est gagnant, vous voyez. Mais ça nous demande de ne pas aller trop vite vers la solution et de prendre le temps de créer du lien, de créer de la relation. Waouh! La communication est un art. C'est QFD, Arnaud, hein. Bravo. Et j'aime Ouais, beaucoup ce que vous dites, c'est très c'est sûr. pertinent. Prendre le temps. Waouh, ça, Ouais, ouais, ouais. Prendre le temps, c'est un vrai investissement, c'est un vrai temps, cette c'est une vraie communication, clé, ça, c'est ce extrêmement que vous important. avez donné. Et vous en donnez plein d'autres. Vous avez donc 30 ans d'expérience, 30 ans d'expertise. Ouais. Et c'est génial que vous faites parce que c'est vrai que la communication, vous le dites, ça ne s'apprend pas à l'école, mais ça s'apprend à l'école d'Arnaud Rioux. La formation démarre donc le 21 mars. Elle est en ligne. On peut la suivre quand on veut. Et il y a 50 épisodes. J'ai juste envie de terminer par est-ce qu'on peut vraiment oser parler et savoir dire dans une société où quelque part il y a encore quelques tabous parfois au sujet de la liberté de parole. Est-ce qu'avec cette formation, on va oser vraiment parler, savoir dire tout le temps? Pour moi, encore plus, je crois que si cette formation sort maintenant, dans cette période sociétale, géopolitique, ce qu'on veut, où de plus en plus les gens se sentent impuissants en se disant j'ai pas le choix, dans la vie on fait pas ce qu'on veut, je vais pas lui dire ça, je vais lui faire mal, je vais pas dire ça, je veux pas de conflit, et on finit par s'auto-censurer plus qu'on est censuré. Et pour moi, l'un de nos pouvoirs, on a deux pouvoirs fondamentaux. Le premier, c'est le pouvoir d'agir. Le deuxième, c'est le pouvoir de la parole. Et quand on arrive à conjuguer les deux, à marcher notre parole, comme disent les Indiens, là, on peut vraiment avancer et construire ensemble. Et la bonne nouvelle, c'est on peut le faire en s'amusant, en Oui, plus. donc là, bah, moi, j'ai commencé à remplir, hein. D'ailleurs, Ouais. voilà, j'ai eu la chance d'avoir cette formation déjà en Ouais. amont, hein. Et qu'est-ce que vous pourriez en dire, juste 2, 3 minutes avant de terminer cette émission, pour les personnes que ça intéresserait, mais qui savent pas trop à quoi s'attendre? Bah, la formation, c'est que je me suis vraiment appuyé sur ces trois items. Comment est-ce qu'on peut s'affirmer en toutes circonstances, mais que ce soit dans le couple, comme on l'a vu, mais que ce soit aussi en professionnel. Je dois animer une réunion, j'ai le trac, je ne sais pas comment faire, j'ai peur, ou je fais une chaîne YouTube, mais j'ai du mal à parler directement, etc. Donc c'est capacité à s'affirmer, la capacité à entendre l'autre. Il y a combien de femmes qui disent à leurs hommes mais tu m'écoutes pas, tu sais pas m'entendre, c'est pas ce que j'ai dit. Donc comment est-ce qu'on peut vraiment entendre? Et la capacité à négocier. Et pour illustrer ça, il y a 50 épisodes et puis il y a des webinaires. Les coachs de l'académie interviennent pour illustrer toutes vos situations que vous évoquez. On a un groupe dédié et donc chacun peut vraiment poser, comme là on vient de le faire avec Nancy. Voilà, il y a cette situation, là je suis bloqué dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut faire pour ça et apporter des clés hyper concrètes? Merci Arnaud, merci pour votre générosité. Avec plaisir, Nancy. Je mets le lien de la formation juste là en dessous et puis bah suivez évidemment Arnaud sur ses réseaux et puis bah à très très bientôt Arnaud. À bientôt, Nancy. Salut à tous. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous chaque semaine sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est finalement en commentant, en aimant ces vidéos, en les partageant, en les regardant, que cette chaîne va pouvoir continuer à exister grâce à vous et vous seul. Et on a encore des tonnes de messages comme ceci à partager. Alors à très vite.